Les manifestations responsables, c'est un très bon argument pour travailler ensemble autour du développement durable. Les 3 piliers du développement durable, on parle toujours de l'économique, de l'environnement et du social. Et dans une manifestation responsable, c'est ce qu'on peut retrouver. Que ce soit les organisateurs, mais les bénévoles et aussi les acteurs, les participants de ces manifestations, soient aussi des acteurs du développement durable. On arrive le plus tôt possible dans l'organisation de la manifestation afin de les aider au maximum à mettre en place les actions qu'ils souhaitent ou qui sont les plus importantes en termes de résultats pour eux. Là, sur le Reggae Ska, ça fait maintenant la 7e édition où le festival travaille sur ces questions-là. Donc la démarche est bien développée, bien aboutie sur plusieurs points. Et donc l'idée, c'est de jamais s'arrêter où on en est, mais toujours avoir cette volonté d'amélioration continue, de voir ce qui a marché, pas marché, et puis essayer d'aller encore un peu plus loin chaque année. Les manifestations responsables, elles vont porter bien sûr sur plusieurs sujets en tant que tels. Immédiatement, on pense bien sûr à la prévention des déchets, mais à côté de ça, c'est mettre en place tout un circuit de collecte de ces déchets, les limiter effectivement en nombre, avec de la vaisselle qui soit récupérable. Donc l'idée, c'est déjà d'essayer de générer moins de déchets. Et puis les déchets qu'on génère quand même, il y en a quand même une sacrée quantité de générer, c'est d'essayer de les trier pour les valoriser au maximum. Donc pour ça, il y a tout un dispositif qui est mis en place avec des points de tri, des points d'apport volontaire où les gens vont venir déposer leurs sacs triés à différents endroits. Il y a une grande zone de stockage aussi avec différentes bennes pour pouvoir envoyer tous les déchets triés dans les bonnes filières de recyclage et de valorisation. Il y a tout est calé sur un code couleur bien défini que tout le monde utilise, que ça passe du festivalier en passant par le staff, l'organisation et même jusqu'aux artistes, jusque dans les loges des artistes, et il y a des points de tri également. Voilà, et donc il y a toute une équipe de bénévoles qui est là pour vérifier ça, pour accompagner les gens dans l'acte de tri, et puis pour faire en sorte que tout soit bien valorisé. Donc le vert, c'est pour le vert. Facile. Le jaune, c'est pour les déchets recyclables, les bouteilles plastiques, les canettes en alu et les Tetra Pak. Voilà, ça suffira. Si jamais tu as un doute, tu mets dans le rouge, parce que le rouge, c'est tout le reste. Nous, on gère le tri, mais du coup, on gère aussi tous les déchets, ce qui fait que le site est propre, le camping est propre. Les festivaliers viennent, apprennent un message, ils nous posent des questions, on leur fait de la sensibilisation. Là, il y a une équipe qui est partie voir toutes les tentes pour redonner des sacs. Et du coup, ça, je pense qu'en termes d'image, c'est hyper important. Depuis 2 ans, donc on est dans le développement durable et on a développé des actions telles que le tri sélectif des déchets, qui est une action assez complexe mais qui quand même aboutit à des résultats probants. Avant le tri, on avait 18 tonnes de déchets. Là, l'an dernier, on n'en avait plus que 16,3 tonnes, donc on a une diminution des déchets. Mais particulièrement, ce qui est intéressant dans ce qui se passe dans le tri, c'est qu'on a valorisé 52% de ces déchets, c'est-à-dire 8 tonnes et demie. Et ces 8 tonnes et demie qui n'iront pas en enfouissement. Il y a aussi mis en œuvre cette année pour la première fois les gobelets réutilisables. Donc on a acheté 25 000 gobelets réutilisables qui sont distribués dans les buvettes du marathon et des associations qui tournent autour. Et ça, là aussi, c'est au niveau des déchets, c'est 400 kg à 500 kg de déchets évités, donc c'est quand même pas mal. Moi, personnellement, je suis assez satisfait. Ouais. C'est très bien. Je pense que ça évite d'avoir des verres qui traînent partout. Donc, ça laisse un endroit propre. De toute façon, un événement, il est inscrit sur un territoire. Donc il doit permettre à dynamiser ce territoire, il doit mobiliser les ressources de ce territoire et faire en sorte que tous les acteurs du territoire puissent venir participer à la dynamique que lance l'événement. Et un événement, c'est également un bon outil de sensibilisation et d'éducation, alors que ce soit sur le développement durable. L'idée, c'est pas de transformer tous les événements en événements sur le développement durable, mais chaque événement, quelle que soit sa nature, quel que soit son sujet, quel que soit le public qui reçoit, est un bon vecteur en termes de sensibilisation au développement durable ou même à la citoyenneté et de ce fait à la cohésion, à une meilleure cohésion sociale aussi. Les cabanes en fête ont été créées il y a maintenant 3 ans
pour rassembler l'idée du producteur et du consommateur final pour vraiment les remettre en rapport direct et plus passer par exemple par des intermédiaires. On veut vraiment retrouver ce côté tradition et authenticité en ayant vraiment le client devant nous avec lequel on peut discuter et vraiment expliquer quel est notre produit. C'est vraiment l'association entre les entre-deux-mers, l'appellation entre-deux-mers pour le blanc et les huîtres. C'était vraiment le challenge au début, arriver à associer ces deux choses-là. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de réunions, beaucoup de compréhension et je pense aussi une philosophie pour faire en sorte que notre fête soit qualitative, soit évolutive et qu'on puisse mesurer chaque année les impacts d'une amélioration et d'une évolution. La notion de cohésion sociale et de concertation de la place, quelque part, de l'usager, du citoyen, est une dimension très importante parce que si on ne la respecte pas suffisamment, pour le coup, on ne mènera pas correctement nos politiques et nos orientations de développement durable. Vraiment, c'est d'être sensibilisé tout simplement au public que vous êtes amené à recevoir. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire on est au service du public, même en tant qu'artiste, on est dans le partage de son art, de ce que vous voulez. Il faut penser, il faut que ça devienne naturel, que dans ce public-là, vous allez avoir des spécificités, de la mixité. C'est pas évident d'être parfait, que tout soit accessible, surtout quand on est sur un site naturel. Si on parle d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, on pense souvent aux personnes qui ont un handicap moteur. L'idée, c'est de leur faciliter la venue sur l'événement, donc des parkings à proximité, des cheminements un peu plus roulants, des plateformes surélevées, voilà, c'est ce type d'aménagement. Et à côté de ça aussi un accompagnement humain avec une équipe de bénévoles qui va être sensibilisée aussi par une association, l'association des paralysés de France, justement à l'accueil de personnes en situation de handicap. L'idée, c'est qu'ils puissent prendre le relais si on n'a pas de solution technique. On n'a pas fait beaucoup de festivals, mais on en avait fait déjà un ou deux où il y avait une plateforme. Et c'est vrai que j'avais dit à Fred et à Arnaud, ça serait bien. Puis je pense que bon, ils ont pu le faire aujourd'hui, tant mieux, c'est super. Et puis tant mieux pour ceux qui sont en fauteuil, quoi. Voilà. Donc très bien, super, génial, bravo. Parce que vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement accessible. Si personne ne le sait, si le public concerné ne le sait pas, ça sert strictement à rien. C'est comme d'avoir une Ferrari sans avoir les clés. L'idée, c'est de leur faciliter la venue sur l'événement, mais c'est surtout bien leur dire en amont les difficultés qu'ils vont rencontrer aussi. Mon dernier beau et grand souvenir, ça a été le Reggae Sunska parce que sur la plateforme au milieu du public, là pour moi il y avait quelque chose de très symbolique, c'est qu'on avait à la fois on voyait donc les scènes, les trois scènes, donc on avait un champ de vision qui était extrêmement grand et on était plus grand que les autres puisqu'on voyait toutes les mains en fait qui battaient à la mesure. C'était une très très jolie image. On sait très bien que sur un festival ou sur n'importe quel événement, le transport représente entre 75 et 90% des émissions de gaz à effet de serre. Et sur un événement comme le marathon qui déplace beaucoup de monde, c'est encore plus vrai. Donc on s'est évertué à mettre un peu l'accent sur les volets transport cette année aussi. On a organisé des navettes au départ de Bordeaux, de Pauillac en direction de Saint-Estèphe et Saint-Germain-d'Esteuil, ce qui permet d'acheminer un peu plus de 1000 coureurs pour la journée pour le retrait des dossards, ce qui n'était pas le cas auparavant puisque les coureurs venaient individuellement récupérer leurs dossards à Pauillac. Donc là, l'idée, c'est de le faire venir autrement qu'en voiture individuelle. Donc on a pour ça des partenariats avec le Conseil général de Gironde et le réseau de bus Transgironde et avec les TER Aquitaine et la région Aquitaine. Donc l'idée, c'est de proposer des tarifs préférentiels, des tarifs réduits aux festivaliers pour qu'ils en prennent soit le bus soit le train pour venir sur le festival. Les gens qui achètent un pass 3 jours, en fait, ils ont droit à un aller-retour Bordeaux-Pauillac à demi-tarif. Ça a été mis en place pour inviter les gens à utiliser des transports comme le train plutôt que la voiture en fait. C'est mieux pour les organisateurs du festival, ils ont moins de problèmes pour garer les voitures. Tu vas au guichet, tu as 50% avec ton billet. Donc effectivement, c'est beaucoup de monde qui venait spontanément en voiture, puisqu'on est peu desservi par les transports en commun. C'est cette navette qui semble bien fonctionner depuis ce matin.
sera quelque chose à évaluer parce que je pense qu'il faudra le développer à l'avenir. La nouveauté cette année, c'est qu'on est arrivé sur un site vierge en quelque sorte, qui est en bordure de l'estuaire de la Gironde, donc qui est en bordure d'un site Natura 2000. Donc il y avait différentes contraintes comme ça qui existaient, notamment des contraintes naturelles. Donc qui dit en bord d'un site Natura 2000, maintenant la réglementation demande à ce qu'on fasse une étude d'évaluation des incidences. Du coup on a élargi aussi cette question, on s'est dit tiens, puisqu'on a commencé à regarder les impacts qu'on pourrait avoir sur le site Natura 2000, autant regarder aussi tout autour du site ou à proximité immédiate. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une petite zone humide aussi en arrière du site, où il y avait plusieurs espèces protégées, comme la cistude d'Europe aussi par exemple, des reptiles, des amphibiens. Donc on a essayé d'aménager le site en tenant compte de leur présence. Donc en essayant de limiter les aménagements autour de cette zone, de faire en sorte qu'elle soit préservée, que ces habitats soient préservés. L'événement, en plus de son impact sur la biodiversité, va consommer des ressources naturelles, notamment l'eau par exemple. Donc là, que ce soit pour la cuisine, pour les toilettes, il y a un événement peut consommer entre 7000 et 10 000 litres d'eau pour un événement de 1000 personnes, donc c'est quand même assez important. Là, par rapport aux consommations d'eau, des actions toutes simples, ça peut être mettre en place des systèmes économes, des réducteurs de débit, des doubles chasses dans les toilettes, tous ces petits dispositifs qui vont permettre de réduire les consommations d'eau. On peut aussi installer des toilettes sèches, toilettes qui n'utilisent pas d'eau justement, en valorisant la litière derrière, en la compostant correctement. Les gens, la plupart du temps, ont en tête l'aspect d'économie d'eau. Après, il y a beaucoup aussi l'aspect, comme je disais tout à l'heure, de cycle de la matière, de rendre à la terre ce qui lui revient. Pour les filles, ça devient plus pratique depuis que c'est des toilettes sèches parce qu'on peut y aller tout le long du festival. Avant, c'était pas possible. On va faire le bilan, on va voir les choses qui sont possibles à améliorer et puis on fera des propositions. Ensuite, on sera là aussi pour que si jamais ils les retiennent, c'est aussi en fonction des sensibilités de chaque organisateur et s'ils retiennent ces solutions, on sera là pour les aider à les mettre en place. La dynamique est lancée depuis 2008, donc ensuite chaque structure, forcément on réfléchit, propose aux autres, on se contredit, on s'échange et on mutualise nos expériences et du coup on arrive à sortir de plus en plus d'idées et être force de proposition collective. Non seulement c'est mieux, ça ne coûte pas forcément plus cher et ça permet aussi aux acteurs d'adhérer à une philosophie. Et cette philosophie, on l'a choisie ensemble. On l'a validé ensemble dans des réunions, dans une démocratie participative. Et ça, nous, on est très très intéressés par cela. L'accessibilité, en fait, c'est quoi? C'est du bon sens. Voilà. Après arrivent les moyens, arrive la politique derrière. Mais c'est d'abord du bon sens et de la considération pour l'autre. La mise en place de ces politiques de développement durable au travers, par exemple, de manifestations responsables ou autres, permet de travailler avec un ensemble d'acteurs, de citoyens, pour aller ensemble dans une même direction. Et donc ça permet de partager des objectifs politiques, de partager des intentions et de faire que chacun soit un petit peu co-décideur et acteur de ce qui se met en place. Et ça, c'est pas rien parce que ça permet aux citoyens lambda de se rendre compte parfois de la complexité pour monter telle ou telle action. Ça permet d'avoir un échange. Chacun monte un petit peu en compétence, en conscience collective. Et ça permet de produire ensuite des résultats et surtout de trouver du plaisir dans ce que l'on fait. Voilà. Et s'il y a bien une dimension qui est importante dans notre vie aujourd'hui, qui est parfois un peu grise, c'est de trouver du plaisir dans ce que l'on fait.